Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Inner Voyage, un espace de partage et de liberté. Nos invités nous racontent des expériences uniques, celles qui leur ont permis d'ouvrir les portes de leur psyché. À travers leurs histoires personnelles et intimes, ils partagent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, les espaces de leur inconscient qu'ils ont pu visiter, comment ce voyage les a déplacés et en quoi cela a changé leur rapport au monde. Nous recevons Céline, qui vit dans la Silicon Valley depuis une dizaine d'années et travaille dans la tech. Céline s'est interrogée très tôt sur ce qui permet de forger la confiance en soi, et elle est partie à la rencontre d'une centaine de femmes d'horizons divers pour explorer ce sujet. De ces entretiens est né un livre rempli de conseils et d'analyses pour renforcer sa confiance en soi, Swipe Right on Confidence, qui est disponible en anglais et dont je vous conseille vivement la lecture. Céline nous raconte aujourd'hui comment elle a appris à naviguer les débuts de l'âge adulte dans un environnement culturel et professionnel hors du commun. Bonjour Céline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, merci pour ton temps. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Merci déjà de m'avoir invité sur ce podcast, Anna. Ça me fait très plaisir. Qui suis-je? Je m'appelle Céline, j'ai 31 ans et j'habite en Californie depuis une petite dizaine d'années. Donc voilà, je suis une Française, mais je me sens pas tout à fait que française maintenant. Donc il y a toujours cette petite dynamique qui se joue. Et puis récemment, j'ai écrit un livre pour les femmes sur le thème de la confiance en soi. Et donc ton livre s'appelle Swipe Right on Confidence et il est disponible sur Amazon. Et je l'ai lu et je recommande vraiment à toutes les femmes, quel que soit leur âge, qui veulent travailler sur leur confiance en elles. Mais à l'origine, tu l'avais surtout destiné aux jeunes femmes qui sont dans la vingtaine. C'est ça. Mon audience principale, quand je l'ai écrit, et celle que j'avais en tête, c'était vraiment des femmes qui avaient peut-être de 18 à 30 ans, parce que c'est l'âge que j'avais quand j'ai écrit ce livre. Mais finalement, le retour que j'ai eu de pas mal de personnes, c'est que non seulement c'était un contenu qui parlait à n'importe quelle femme, de n'importe quel âge, mais aussi pas seulement des femmes. Donc voilà, c'était intéressant de voir que ce qu'on a en tête, c'est pas forcément ce que les gens voient. Et pourquoi est-ce que c'était le sujet de la confiance en soi qui est venu particulièrement ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi le canal de l'écriture pour le travailler ? J'ai toujours aimé écrire déjà. J'ai toujours aimé faire du journaling. J'ai toujours été quelqu'un qui utilisait beaucoup l'écriture pour juste pour moi-même, pas pour le partager, mais juste pour passer mes pensées de mon cerveau à l'extérieur. Et ça a toujours été très bénéfique pour moi de passer par l'écriture. Euh, Maintenant, pourquoi ce thème? Je dirais pas qu'il y a eu forcément un événement marquant qui m'a fait dire bon bah là ça y est, je vais écrire un livre, c'est maintenant. Mais il y en a eu plusieurs, notamment un dont je pourrais parler plus en détail lorsque je pratiquais la gymnastique rythmique à haut niveau, où voilà j'ai eu un gros blocage en pleine compétition et ça m'a amené à me poser des questions sur le thème de la confiance et comment est-ce qu'on l'acquiert, mais comment est-ce qu'on la perd aussi et comment est-ce qu'on peut la retrouver. Donc voilà. Donc je vous mets un peu dans l'énergie du moment. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'étais à une compétition régionale ou nationale. J'en faisais assez régulièrement et ça devait faire peut-être 8 ans que je faisais de la gymnastique rythmique déjà, donc j'avais un assez bon niveau, j'étais habituée aux compétitions. Et là, je suis c'était ma performance au ruban. Pour ceux qui sont pas familiers avec la gymnastique rythmique, même si en France c'est assez commun quand même, c'est un mélange de danse et de gymnastique sur un grand euh, tapis qui s'appelle praticable et on fait une performance de 1 minute à 3 minutes avec un engin. Donc là en l'occurrence c'était avec un ruban. Je commence, ma musique commence, tout va bien, j'en suis à 30 secondes de ma performance au ruban et là gros trou noir en plein milieu devant plusieurs centaines de personnes qui me regardent, le jury en face de moi, ma prof à ma gauche au bout du tapis. Et là, gros trou noir. Donc ça, c'est vraiment une des premières fois que j'ai ressenti ça où
il n'y a plus rien. Dans ma tête, c'est plus rien. Et le plus je cherche, le moins je trouve. Le, la mémoire musculaire, ou je sais plus comment on appelle ça en français, ne fonctionne plus. Mon corps non plus ne sait plus où il est, ne sait plus ce qu'il doit faire. Et je suis restée bloquée comme ça, debout, avec mon ruban qui par terre pendant une bonne minute jusqu'à la fin de ma musique. Donc voilà, et à la fois le public, même les parents de mes concurrentes, me criaient, allez Céline, go, vas-y, tu peux y aller, vas-y. Mais ça n'a rien fait, j'étais toujours bloquée. Et pareil, ma prof Irina ne pouvait pas m'aider parce que sinon ça m'aurait disqualifiée. Et donc là, je me suis quand même posé une grosse question à ce moment-là, du haut de mes 18 ans, me dire mais comment c'est possible qu'il y a 10 ans, j'avais une confiance sans limite en compétition où je performais peut-être 10 fois mieux qu'en entraînement. Et là, du haut de mes 18 ans, en pleine, enfin peut-être fin d'adolescence, c'était l'inverse. J'avais beaucoup plus de stress. J'avais le ventre noué avant chaque compétition. Et donc là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur un peu comment on peut comment l'adolescence a vraiment un impact sur la confiance des jeunes filles et que bah, c'est pas forcément quelque chose qui va de mieux en mieux. Ça peut aussi venir avec des vagues plus ou moins fortes. Et donc voilà, c'est un gros événement dans ma vie. Et bah, depuis, j'ai essayé plusieurs méthodes pour essayer d'avoir plus confiance en moi, que ce soit en compétition ou autre. Donc c'est-à-dire qu'à tes 18 ans, tu t'es rendu compte que cette confiance qu'on a quand on est enfant et qui est un peu intrépide, ben, elle peut diminuer avec les années. Disons après ce moment-là, et puis avec d'autres moments de vie assez forts, euh, j'ai, je me suis dit bon bah qu'est-ce qui pourrait m'aider pour avoir plus confiance en moi? Et c'est là que j'ai commencé ma quête de la solution ultime. Alors j'ai essayé quoi? J'ai essayé le sport pour essayer de me décompresser, de mettre mettre mon cerveau un peu en repos. J'ai essayé la thérapie. J'ai vraiment au fur et à mesure, ce que j'ai trouvé, c'est que ben, finalement, c'était l'écriture et de moi à moi-même qui m'aidait le plus. Et il y a quelque chose d'assez puissant quand on écrit, et surtout quand on est dans le processus d'écriture d'un livre ou dans le processus créatif, en sachant que ça va être partagé avec d'autres personnes. Il y a vraiment un peu ce cycle. On va vouloir faire en sorte que ça devienne une réalité. Donc, c'est-à-dire que si je parle de confiance ou que je parle de comment surmonter une étape dans mon livre, je vais parler d'un événement, mais je vais aussi parler du futur. Et du coup, en l'écrivant, ça devient une réalité. Et ça, c'est assez fort parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre que j'ai écrit sans l'avoir forcément mis en pratique à un certain moment. Par exemple, l'année dernière, euh, j'étais en recherche d'emploi et donc j'écris un article, un des chapitres de mon livre sur la négociation et sur le, le sujet du burn-out pendant la recherche d'emploi. Et j'étais en plein dedans, mais à la fois je me projetais donc à quoi ça ressemble quand ça se passe avec succès, avec bien-être. Et donc c'est un peu ce concept de d'écrire pour moi-même, mais aussi pour les autres qui est assez puissant finalement. Avec l'écriture, tu crées un peu ta propre réalité aussi. Enfin, tu viens transformer ta réalité. Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'était intimidant pour toi d'écrire au début? Bah, au début, finalement, j'écrivais que pour moi-même, donc enfin, mes notes, tu les regarderais maintenant, là, enfin, ça n'a rien d'impressionnant, hein. C'est dans des carnets, tous commencés mais jamais finis. Mais là où ça devient intimidant, c'est quand j'ai vraiment pris la décision de d'écrire un livre pour le partager. Et là, il y a eu un gros blocage j'ai arrêté d'écrire pendant un an et demi, quasiment pendant toute la pandémie, puis un peu après, où j'ai juste mis mon projet de livre de côté. Et c'était juste pas le bon moment, et je me posais beaucoup de questions sur, mais qui suis-je pour écrire un livre? Qu'est-ce que j'ai à raconter du haut de mes X années? Il faut que j'attende d'être Michelle Obama, ou bien Brené Brown, ou bien ajouter
nom de personne très impressionnante, pour écrire un livre. Et là, j'ai quand même dû pas mal faire de recherches pour dépasser cette pensée assez limitante. Et une fois, je suis tombée sur un article probablement très mal écrit sur Google, qui vraiment disait quelque chose de très simple mais très vrai. Il y a tellement de podcasts et tellement de livres qui sont publiés chaque année. Pourquoi pas toi? Et puis, pourquoi est-ce que ton livre serait forcément pire que les autres qui sont publiés? Et là, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas me limiter, je vais le faire. Et puis, surtout, enfin, si ça plaît, tant mieux. Si ça aide que 3 personnes, mais c'est parfait. Et puis, si ça impacte plus de personnes, bah, c'est encore mieux. Mais c'est un bonus. Mais c'est beau aussi que à écrire un livre sur la confiance en soi, tu sois toi-même aussi confronté à un moment au syndrome de l'imposteur et tu le dépasses. Ça montre vraiment à quel point c'est un sujet qui envahit en fait un peu chaque pan de notre existence. Cette petite voix qui nous dit non, non, n'y va pas, tu n'es pas assez experte ou tu n'as pas assez de sagesse encore sur le sujet. Et le fait d'écrire sur ta confiance en toi, au début, donc c'était surtout parce que tu sentais que tu avais des points dans ta vie où tu avais besoin d'améliorer ta confiance. Est-ce que c'est vraiment sur des sujets identifiés ou est-ce que c'était de façon générale? Je pense que quand j'ai commencé à écrire, ou quand j'étais une jeune adulte, je la confiance était plutôt sur mon corps, vraiment la confiance physique, sur le changement corporel. Par exemple, quand j'ai arrêté de faire de la gymnastique rythmique, bon, bah, j'ai pris un peu de poids quand j'ai commencé mes études et ça a été très difficile pour moi. Quelqu'un qui a été très active, très musclée, fine pendant toute ma jeunesse. Ce changement de corps, je pense que pour toutes les jeunes femmes, est difficile et ça peut être la même chose, j'imagine, pour les jeunes mamans. Il y a vraiment ces moments de transition du corps qui bah voilà, sont des grosses étapes. Et au fur et à mesure, finalement, et je pense que ma carrière a aussi aidé avec ça, c'est que j'ai découvert une autre facette de la confiance en soi qui allait bien plus loin que le corps. Et là, ça s'est plus porté sur justement comment j'utilise ma voix pour me protéger, mais aussi pour me porter sur d'autres sujets, sur d'autres relations. Et donc, les sujets que j'aborde dans mon livre, ils sont très variés, mais il y a vraiment ce double angle de la confiance physique et la confiance plus mentale, même si il y a pas forcément, c'est pas forcément le bon mot pour ça. Et tu es une femme, tu es jeune, tu habites en Californie, à San Francisco. Donc forcément, ton expérience de vie vient teinter aussi la façon dont tu te perçois. En quoi est-ce que c'est des questions qu'on se pose différemment quand on vit dans ton contexte versus quelqu'un qui serait en Europe, qui serait en France par exemple? Il y a plusieurs angles là qui sont intéressants à aborder. Déjà, la différence culturelle vis-à-vis de la confiance, et puis le côté un peu plus carrière, le côté un peu plus euh, le côté Silicon Valley et le rythme qui est vraiment très différent ici aux États-Unis. Donc, bah déjà pour commencer, j'ai moi-même j'ai jamais travaillé en France et je me suis toujours sentie en décalage avec la culture de travail française. J'ai toujours été très orientée objective, j'ai toujours été très créative, que ce soit dans mes hobbies, mais aussi dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, d'apporter des solutions. Et donc, la méthode américaine, finalement, de travail me correspondait énormément, parce que justement, très, très différente des valeurs de travail françaises. Donc ça, c'est vrai que je m'y retrouve énormément ici dans la Silicon Valley, de ce côté-là. Et puis, il y a quelque chose d'assez différent ici dans la Silicon Valley ou même aux États-Unis en général, c'est qu'il y a moins de limites imposées par la société sur l'humilité, la modestie et tout ça. Et je dis pas que c'est mauvais d'être modeste et d'être humble, bien sûr que c'est important. Personne ne veut quelqu'un qui est toujours en train de parler que de lui. Mais surtout pour les femmes, en fait, c'est le fait qu'on nous impose tout le temps d'être très humble, de jamais parler de nos succès.
Et ben finalement, je pense que si j'étais restée en France, j'aurais vraiment été beaucoup plus limitée dans ma capacité à accomplir des projets ou bien à commencer de nouvelles choses sans être une experte. Et donc voilà, ça m'a amené par exemple à être très engagée dans ce domaine sur un programme qui s'appelle I Am Remarkable. Le programme I Am Remarkable, j'en étais la, la manager pour toute la Silicon Valley pendant la pandémie, donc pendant une espèce de 1 ou 2 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un programme surtout pour les femmes, mais pas que, qui entraîne, qui enseigne aux femmes et à ces personnes à parler de leur succès en entreprise, mais aussi en dehors, de manière plus décomplexée. Et ce qui peut les aider à négocier une promotion, à négocier plus de salaire et à tout simplement ne plus se limiter par ces pensées limitantes qui sont souvent culturelles. Est-ce que tu as été surprise par tes pairs, tes collègues, tes copines américaines par l'assertivité qu'elles avaient? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé en comparaison de tes copines françaises par exemple? Pas forcément mes copines directement, même s'il y avait quand même il y avait quand même une légèreté par rapport à demander ce qu'on veut ou bien à négocier, qui était vraiment plus facile, qui venait plus naturellement chez elles aux États-Unis, puisqu'il y a vraiment plus ce focus sur le business, plus que sur la culture. Mais par contre, je l'ai beaucoup remarqué au travail, avec des leaders avec qui je travaillais, ou bien des femmes avec qui je pouvais être en contact sur LinkedIn, ou bien dans différentes communautés dont je faisais partie. Et alors qu'en France, c'est vrai que le focus, il va être plus sur d'autres sujets. C'est vrai qu'on va plus facilement débattre en France, on va plus facilement parler de culture, d'art, de sujets qui me manquent beaucoup ici finalement. Mais voilà, il y a des pour et il y a des pour et des contre dans chaque culture. Donc, Et dans le cadre de l'écriture de ton livre, tu as interviewé plusieurs femmes. Qu'est-ce que tu as voulu comprendre? Qu'est-ce que tu as voulu creuser en interrogeant ces femmes? Et comment est-ce que tu les avais sélectionnées? pour mon livre, j'ai interviewé une centaine de femmes. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais que des notes sur moi-même. Et je me suis dit, mais ça serait tellement ennuyeux si j'écrivais un livre qui parlait que de moi. Ça serait bien plus intéressant s'il y avait une diversité d'opinions, de cultures, de professions qui étaient représentées. Donc, une amie qui travaille dans le domaine littéraire m'a donné un très bon conseil, c'est de trouver, voilà, d'étendre mon, enfin, l'audience, surtout des personnes que j'interviewais, en dehors du monde de la tech, en dehors de Google, l'entreprise enfin, dans laquelle je travaillais, afin que ce livre puisse parler à d'autres personnes. Et donc, j'en suis venue à vraiment ouvrir, avoir mes antennes qui étaient toujours aux aguets de la prochaine personne que je pourrais interviewer. Et donc, j'ai trouvé pas mal de personnes en ligne que j'ai contactées parce qu'elles avaient un profil intéressant, mais j'ai aussi rencontré des personnes en vacances. Il y a une personne, Jimena, que j'ai rencontrée vraiment en Colombie lors d'un mariage. Il y a eu d'autres personnes qui étaient des collègues, des anciens collègues. Donc, j'ai essayé de diversifier au maximum afin que ce livre parle au plus grand nombre de personnes possible. Et du coup, c'était quoi l'espèce de vérité que tu cherchais ou l'essence que tu cherchais en interrogeant toutes ces femmes? Je dirais pas qu'il y avait vraiment une essence ou une vérité que j'ai cherchée. Mon objectif et en fait mon processus de recherche, il était assez ouvert et j'ai fait les entretiens. Bien sûr, j'avais une liste de questions qui était la même pour tous parce que voilà, je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de structure et de, ouais, de structure dans mes entretiens afin que je puisse les étudier. Mais c'est vrai que j'ai posé des questions assez ouvertes et j'en suis restée à les laisser me dire. Et ça a été très intéressant parce que il y a eu plein de choses j'ai appris plein de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Certaines femmes ne parlaient même pas de la confiance physique. Pour elles, c'était même pas une question. Elles parlaient de d'autres sujets où d'autres personnes n'avaient pas les mêmes problématiques en rapport avec la confiance que moi. Donc voilà, ça a permis d'élargir pas mal.
Et qu'est-ce que tu as appris en écrivant, même si évidemment c'est une question très très large, j'imagine que tu as appris plein de choses, mais si tu devais retenir quelques éléments que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne par rapport au questionnement que tu as eu? Alors, il y a une chose que j'ai retenue et qui pourrait peut-être être utile pour d'autres personnes, c'est que c'est OK de pas vouloir faire comme les autres. Et surtout, euh, j'ai découvert qu'il y avait vraiment 1000 façons de vivre et d'être heureux. Euh, c'est, j'ai appris que voilà, c'était important de suivre son propre flow d'énergie et d'arrêter de se comparer à d'autres personnes que soi-même. Donc voilà, ça c'était un grand apprentissage de tous ces entretiens, dans l'écriture de ce livre. La deuxième chose, c'est que en fait, j'ai pas mal étudié les neurosciences quand je me suis intéressée aux émotions, à l'intelligence émotionnelle, à la confiance en soi et comment est-ce que physiquement et, euh, et même euh, chimiquement, comment est-ce que le stress impacte nos actions. Donc j'ai appris voilà que la confiance elle est d'abord innée. Un enfant naît avec la confiance en soi et puis après elle est déconstruite surtout à l'adolescence, surtout pour les femmes. Mais il est possible, c'est très comment on dirait aux États-Unis empowering, il est possible de recréer ces connexions synaptiques en et de changer la chimie de votre cerveau en pratiquant des exercices de réduction de stress ou de confiance en soi régulièrement et donc d'engendrer plus de confiance en, con- en pouvant, non, sans contrôler forcément nos émotions, mais en ayant un impact et en étant conscient. Par rapport à ce que tu as appris en étudiant les neurosciences, est-ce qu'il y a des choses que tu as appliquées dans ta vie quotidienne? Oui, absolument. Et il y a beaucoup de ces exercices, je parle de beaucoup de ces exercices très concrets dans mon livre, notamment sur les mots qu'on utilise. Vraiment, je crois au pouvoir des mots, à la fois sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc, par exemple, un exercice que je pratique depuis des années et qui maintenant, enfin, montre ses fruits, c'est de, d'arrêter de s'excuser pour tout. Je sais pas ce que les femmes ont, mais elles ont envie de s'excuser dès qu'elles éternuent, dès qu'elles font quelque chose qui n'est pas forcément attendu. Maintenant, je suis très consciente de la façon dont j'utilise le mot story ou apologies. Et, euh, et ça a vraiment un impact sur la façon dont je me perçois, mais aussi les autres me perçoivent. Donc ça, c'est un exemple très concret, mais il peut y avoir d'autres choses aussi, comme euh, la, la façon dont on s'exprime, par exemple l'utilisation du conditionnel ou dans les phrases, surtout, bah, après c'est peut-être surtout au boulot et surtout peut-être aux États-Unis, mais le fait de toujours utiliser would, could, euh, I just have an idea, le mot just, de toujours diminuer nos idées. Voilà, ça c'est des choses que je pratique. Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a le pouvoir du langage qu'on décide d'adopter, qui vient en fait impacter la façon dont inconsciemment on va se percevoir et va venir impacter un peu notre confiance en soi. Absolument. Et au début, ça va vraiment pas paraître très bizarre parce que il y a un peu, en anglais, on va appeler ça fake it until you make it. Le fait de, voilà, de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Et il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on devrait faire ça ou pas. Et bien sûr, j'encourage tout le monde à être authentique le plus qu'on peut. Mais c'est vrai que il y a quand même une vérité dans ce concept de, de faire semblant jusqu'au moment où ça devient une réalité. C'est que oui, en fait, au début, on n'est pas forcément convaincu, mais on est convaincu quand on voit l'impact et le résultat directement. Et la seule manière d'atteindre ça, c'est de la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois, faire semblant, essayer, mettre comme un costume de confiance pour une fois, et après, quand on réalise que vraiment, bah, les gens ne nous détestent pas, que on obtient plus facilement les opportunités qu'on voulait, ou bien qu'on va finalement pas être si nul à ce nouveau hobby qu'on voulait essayer, bah finalement on se dit bah j'ai même plus besoin de faire semblant, je peux juste l'être comme ça et c'est assez libérateur. Et est-ce que ça a changé
quelque chose à ta vie professionnelle. Le fait de te poser ces questions, le fait d'écrire dessus, d'interroger des femmes d'univers différents, est-ce que ça a changé la façon dont tu oses demander quelque chose au travail, la façon dont tu prends la parole en public? Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, t'as aussi pris beaucoup la parole en public dans le cas de I Am Remarkable. Donc, en quoi est-ce que ça t'a fait changer, toi? Et très concrètement, ça m'a aidé pour tout dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai non seulement ça m'a aidé moi, mais maintenant je peux aider les autres à aller plus loin. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pourrais espérer, parce que c'est ma mission, c'est quelque chose qui me porte. Mais très concrètement, le job que j'ai eu maintenant, euh, je ne l'aurais pas eu si j'avais pas eu le cran de postuler à un rôle qui était avec plus de responsabilité que ce que j'avais fait avant. J'ai réussi à négocier une augmentation de plus de 20% de mon salaire d'avant. Tout ça et sans même sans même mentir ou sans même, c'est vraiment en ayant cette confiance sur l'impact que je pourrais avoir et en étant capable de le communiquer avec confiance à un niveau qui, bah, finalement, est partagé seulement par les personnes qui sont bien, niveau directeur et au-dessus. Et je dis ça et peut-être que certaines personnes diront bon bah voilà pour qui elle se prend, mais non, mais c'est vraiment une question de comment est-ce que on est capable de parler de nous-mêmes pour montrer notre potentiel aux autres. Et dans ma carrière, ça a eu un impact énorme, surtout que je travaille dans les ressources humaines, que dans mon boulot de tous les jours, je coach des femmes et des personnes à, enfin, je les aide à pouvoir communiquer avec leurs employés, communiquer avec leurs managers. Donc, j'ai eu la chance de trouver un job qui est exactement dans le domaine que j'aime. Je travaille chez Grammarly, qui est une entreprise qui est, qui aide les gens à mieux communiquer au travail via l'écriture, la communication écrite en tout cas. Et donc, c'est vrai que là, j'ai un peu eu le gros lot où ça coche un peu toutes les cases de ce que j'aime personnellement, mais aussi professionnellement. Et il y a un sujet que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu oses beaucoup écrire sur l'argent, tu oses écrire sur la Mm. négociation de salaire, comme tu le dis. Et en fait, en tant que femme, j'ai l'impression qu'on est, surtout en tant que jeune femme, on est toujours un petit peu gênée de parler d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, vient du fait de ton influence américaine ou est-ce que tu as quelque chose à dire sur la relation des femmes à l'argent? Oui, alors absolument, c'est très culturel. En France, l'argent est tabou. On parle pas trop d'argent entre amis, on parle pas trop d'argent même en famille. On parle négativement de gens qui parlent d'argent. Je me rappelle encore de mes parents. J'adore mes parents, ils sont super. Mais je les ai toujours entendus dire que telle personne, ils parlent que d'argent et du coup, je voulais pas être amie avec eux. Et donc ils auraient pas voulu être amis avec moi maintenant. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très décomplexé de parler d'argent. Combien est-ce que tu payes combien pour ton loyer? Combien est-ce que tu as négocié d'augmentation? Même combien est-ce que tu gagnes? Et donc, je pense que c'est ce fait d'être très décomplexé sur le sujet du business en général amène ces conversations plus naturellement dans les relations à la fois au travail et en dehors. Donc ça, c'est sûr que c'est une chose, mais après c'est vrai que les femmes ont plus difficilement, enfin c'est plus difficile pour les femmes, je remarque, aux États-Unis de négocier. J'ai par exemple des leaders, mes directeurs, elles sont bien plus haut niveau que moi dans mon travail, que je, avec qui je travaille, qui n'osent pas demander une promotion ou n'osent pas demander une augmentation, alors qu'elles ont une dizaine d'années d'expérience plus que moi, que c'est une conversation qui devrait arriver au moins une fois par an, mais je dois limite les pousser pour qu'elles aillent parler à leur manager de quelque chose qu'elles méritent. Donc c'est assez rigolo de voir ça, mais c'est aussi quand elles le font et quand elles ont la promotion qu'elles méritent ou que elles ont osé demander non pas juste un petit 5% d'augmentation, mais 20%, c'est euh, c'est super gratifiant. Qu'est-ce qui pourrait aider les femmes à changer leur rapport à oser demander ce qu'on mérite en fait? Parce que j'ai l'impression qu'un homme va toujours oser demander un peu plus que ce qu'il mérite et il va y aller au culot, alors que nous, en tant que Ouais. femmes, on va à peine oser demander ce qu'on mérite. Donc comment est-ce que tu penses qu'on peut changer ça? Je pense qu'il y a
Ça dépend des personnalités. Moi, l'idée même de me dire que quelqu'un qui est moins bon que moi puisse, juste par le culot, de demander, disons, allez, prenons un exemple, 30%, et que moi, juste parce que j'ai pas osé demander et prononcer ces quelques mots, j'ai pas pu l'avoir, alors que je le mérite. Pour moi, ça, c'est un levier qui est assez fort pour me pousser à le faire. Euh, Après, je pense qu'il y a beaucoup de, ça vient avec beaucoup d'entraînement. La négociation, ça se pratique. C'est pas quelque chose qui vient naturellement du jour au lendemain. Donc moi, concrètement, ce que je recommande aux femmes, c'est vraiment de préparer limite un script quand on va négocier euh, avec son manager, de vraiment préparer au maximum quelles questions il va y avoir, quelles réponses on va donner, de se renseigner. Il y a énormément de chaînes YouTube de personnes qui vraiment aident à créer des scripts, à dire quelles questions poser, quelles questions ne pas poser. Euh, ouais, j'ai quelques petites techniques dont justement je parle dans mon livre et dont je parlerai plus sur LinkedIn dans les dans les prochains mois. Mais, euh, mais parfois, faut pas hésiter à ne pas forcément apparaître très amical. Moi, dans ces conversations, j'ai, j'ai lâché prise sur le fait d'être toujours gentil, d'être toujours sympa, d'être toujours celle accommodante, voilà. Une fois qu'on lâche sur ça, eh ben, on laisse la place à d'autres, aux autres personnes à prendre cette place d'accommodante pour une première fois. Et c'est là où c'est assez libérateur et puissant. Donc, je vous encourage à essayer. Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu te dis ah j'ose toujours pas le faire, j'espère qu'un jour j'arriverai à le faire. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'en écrivant ce livre, j'ai eu un sentiment d'imposteur énorme et je l'ai toujours des fois. Mais oui, est-ce que j'oserais moi-même, euh, après, euh, après 1 ou 2 ans, parler de promotion avec ma manager sans avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit, mais tu mérites pas, mais ça fait pas assez longtemps que tu es là, mais regarde, il y en a d'autres qui sont meilleurs que toi. Euh, je pense que la différence, c'est que j'arrive à reconnaître ces pensées, mais à passer outre et à quand même avoir assez de courage pour avoir la conversation sans être non plus voilà sans paraître non plus super voilà sans paraître arrogante, voilà, on ne veut pas être non plus arrogante, mais c'est possible de trouver un équilibre. Et donc il y a quelques années, toi tu as repris des études en parallèle de ton travail, si j'ai bien compris, donc des études en neurosciences. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller rejoindre les bancs de l'école? Beaucoup de personnes me demandent ça parce que ça n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. J'ai fait des études de business, je travaille dans les ressources humaines. J'ai jamais vraiment aimé les sciences. Enfin, c'est pas que j'aime pas les sciences, mais j'étais pas particulièrement douée à ça. Mais alors, ce qui m'a, deux choses. Déjà, j'étais dans la Silicon Valley. Il y a énormément de très bonnes universités, notamment Berkeley. Il y a Stanford. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'apprendre ici. Et puis, je travaillais dans une entreprise chez Google qui me payait une bonne partie des cours ou des formations que je faisais en dehors. Donc, c'était quand même une énorme opportunité. Mais vraiment concrètement, ce qui m'a entraîné à, à m'inscrire pour ce cours de neurosciences, c'est que j'avais vraiment besoin d'apprendre de comprendre comment est-ce que le stress mental se manifestait physiquement. À l'époque, j'avais des énormes maux de ventre, notamment au niveau de l'estomac, dès que je stressais, vraiment m'incapaciter, m'empêcher de travailler, etc. Et jusqu'à en croire vraiment limite que j'avais un ulcère. Et je sais que c'était dû au stress, que c'était toujours au moment où je stressais, ou que j'avais une dispute ou un conflit ou de l'anxiété par rapport au boulot, que ça se manifestait. Et donc je pense que je suis un petit peu cérébrale, faut l'admettre, mais j'avais vraiment besoin de comprendre comment est-ce que ça marche pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour remédier ça. Je sais pas si ça a forcément marché, mais en tout cas, j'ai compris que ce qu'on pense, ça se manifeste physiquement finalement, et ça devient une réalité si on n'en prend pas conscience. Ouais, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu as appris sur la différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche? Qu'est-ce que, enfin, est-ce que
tu as découvert des choses sur toi aussi que tu ne soupçonnais pas. Oui, bah déjà je savais pas que je connaissais pas le cerveau droit, le cerveau gauche. Pour moi, je pense j'avais juste une énergie qui était très voilà ambitieuse, très cérébrale, très pratique, très. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait comprendre les choses et quand je prenais une décision, je voulais vraiment avoir tous les éléments pour, contre. Mais tout ça, en fait, c'est très masculin. C'est je pense que les femmes, on nous encourage à ne pas être émotionnelles, ne pas réagir avec trop de feelings ou d'émotions pour prendre des décisions. Et en fait, une chose que j'ai appris, c'est que c'est tout à fait OK de s'ancrer sur notre intuition, parce que l'intuition, c'est une source d'information. C'est le cerveau qui te dit, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est vrai. Et donc, par le passé, je serais passé beaucoup par le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau très rationnel, pour en venir finalement à la bonne décision, qui était ce que mon intuition m'avait dit depuis le début. Et donc maintenant, c'est vrai que j'utilise ces deux énergies de manière beaucoup plus équilibrée, à la fois dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Et est-ce que ça a changé aussi ta relation avec les autres, ta relation avec les gens qui t'entourent, au-delà d'une application dans le milieu professionnel? Bah oui, mais rien que dans ma relation avec mon mari maintenant, il y a vraiment, je pense que c'est un sujet que beaucoup de femmes rencontrent dans leur vie de tous les jours, où on va nous dire que voilà, on est émotionnel, on est irrationnel, où on va quand on a nos règles, c'est pas le moment où on peut prendre des bonnes décisions. Et alors là, il y a rien de plus énervant que quand on nous dit ça, bien entendu. Mais à la fois, ça m'a vraiment donné la légitimité d'affirmer que ce n'est pas parce que j'ai écouté mon intuition que je n'avais pas forcément la vérité. Et donc ça m'a permis d'avoir plus de confiance sur ma façon de m'affirmer, d'affirmer mes décisions, mes besoins. Et dans toutes les relations, c'est super important, surtout dans la relation avec la personne avec qui on partage notre vie. Et donc ça permet de vraiment apporter, en tout cas dans mon couple, ça apporte un équilibre qui est très important. Parce que si on n'a que du rationnel, on oublie beaucoup d'autres parties. Les gens sont finalement sont un mélange d'émotions et beaucoup de ce qu'on fait tous les jours, c'est juste comprendre les gens, comprendre ce qui les rend tristes, ce qui les énerve, ce qui les rend heureux. Donc voilà. Le fait que tu aies vraiment intégré le fait qu'on puisse être une femme et écouter ses émotions, avoir confiance en soi, est-ce que tu encourages les hommes autour de toi à se connecter un petit peu à ce côté Mmh. féminin de leur personnalité? Parce que les hommes, dans la société, on les a toujours encouragés à activer plutôt le Mmh. cerveau rationnel et on les a un peu brimés dans les émotions. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'encourager autour de toi? D'aller un peu chercher, puiser Mmh. dans cette énergie féminine? Pour ma famille directement, mon père, mes frères, ils ont toujours été un peu dans ce bain. Donc ça a toujours été naturel chez nous, que ce soit les hommes ou les femmes, de parler de nos émotions, de partager quand on est triste ou ça. Donc il n'y avait pas de tabou sur ça. Mais c'est vrai que pour mes amis ou bien même dans ma relation personnelle, euh, je pense que montrer aux hommes que c'est OK de parler de leurs émotions, que c'est OK de partager quand on est stressé, et d'inviter l'autre à écouter. Euh, ça peut être très puissant, ça peut avoir un impact qu'ils n'auraient pas forcément imaginé au départ. Les hommes aiment beaucoup trouver des solutions. Et donc c'est problème, solution. Et parfois, juste, il peut y avoir problème, écoute, une grosse pause, et puis après, ça se, dé, ça se délie, voilà. Donc, je sais pas si je dirais que ça a tout changé. Je pense que chaque personne est différente, mais, euh, mais je perds pas espoir. Est-ce que tu as des œuvres d'art ou des penseurs ou des livres qui t'ont inspiré un peu sur tout ce chemin sur la confiance en soi? Il y en a trois qui me viennent en tête, un peu de différents courants. Euh,
Côté musique, j'ai beaucoup été inspirée par les chansons très poétiques de la chanteuse Pomme, surtout sur l'anxiété, sur les failles. Euh, il y a eu beaucoup de ces mots qui m'ont beaucoup touchée. Bon, j'imagine qu'elle est assez quand même connue en France maintenant, Pomme, mais pour ceux qui connaissent pas, je les encourage à écouter certaines de ses musiques, notamment Anxiété. En ce qui concerne les livres, bah, poésie, il y a une poète que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Lang Leav, Langleav, qui écrit beaucoup sur l'amour, tout simplement, et puis aussi sur l'écriture et le processus créatif. Et une citation que j'aime beaucoup et qui est dans mon livre, c'est I write not to be seen, but to know myself. Donc, j'écris non pas pour être vue, mais pour me connaître moi-même. Et c'est tellement vrai, ça m'a tellement parlé que voilà, je vous recommande de lire certains de ces recueils de poésie. Et le dernier livre, je pense le plus important pour n'importe quelle personne qui entame un processus créatif, que ce soit un podcast ou un livre ou bien des œuvres d'art, euh, c'est le livre The Artist Way. Je crois que c'est par Julia Cameron. Euh, il y a vraiment beaucoup de richesse dans ce livre. Euh, elle, il y a un angle très spirituel au processus créatif. Donc, notamment une des pratiques qu'elle recommande, c'est les morning pages. Donc, d'écrire quelques pages tous les matins avant que le cerveau commence à se réveiller de trop. Le concept que la qualité de notre travail n'est pas on ne la contrôle pas. Ce qu'on contrôle, c'est la quantité. Que finalement l'univers est celui qui va nous mettre des bonnes opportunités sur notre chemin, etc. Donc, j'encourage à la lecture de The Artist Way. Toi, tu as utilisé l'écriture en partie pour un processus thérapeutique. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient tester l'écriture dans un cadre un peu thérapeutique? Absolument. Alors, la pratique la plus simple et à la fois la plus porteuse de fruits, c'est vraiment ce qu'on appelle les morning pages, donc les pages du matin, pour traduire ça très simplement. Donc voilà, vous vous réveillez un peu plus tôt le matin, disons, je sais pas, 45 minutes plus tôt. Vous préparez une bonne tasse de café, une bonne tasse de thé. Vous vous achetez un beau petit journal. Et là, vous vous mettez à écrire sans limite sur tout ce qui vous passe par la tête, vos réflexions. Il n'y a pas besoin que ça soit beau ni très réfléchi. Mais vous écrivez 3 pages. Vous mettez une limite de 3 pages. Et vous voyez ce qui sort. Parfois, ça sera des choses très basiques où vous pourrez même écrire je ne sais pas quoi écrire, pourquoi est-ce que je fais cet exercice, c'est complètement pourri. Mais il y a des fois où justement vous allez mettre sur papier des pensées qui vous bloquent. Et une fois que ça sera sur papier, ça vous permettra de peut-être plus en avoir conscience ou bien ça vous donnera des idées sur des projets, des hobbies à commencer, etc. Donc, je recommande ça le matin. C'est important de le faire à la main. Très important de le faire à la main. C'est une bonne question. Il y a quelque chose de différent. Déjà, tout simplement, on est moins distrait. Il y a moins de chances d'aller sur un article et de se retrouver 20 minutes après à faire un quiz de quelle princesse Disney on est. Si on fait ça sur un carnet avec un stylo. Et puis c'est rare maintenant d'écrire avec un stylo. Moi, j'aime beaucoup écrire avec un stylo plume. Mais du coup, c'est un peu la seule occasion de faire ça. Et le fait d'écrire ces morning journals, ça a fait ressortir en toi des choses qui t'ont surprise? Beaucoup de mon livre a été écrit pendant ces morning pages. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ce livre sans les morning pages. Maintenant, j'ai beaucoup dû faire de tri. Mais absolument, beaucoup d'exemples que j'utilise sont revenus pendant ces morning pages, que ça soit cet événement à la gymnastique rythmique, dont je me souvenais quasiment pas finalement,
ou bien des moments un peu plus traumatisants de remarques que j'avais reçues quand j'étais jeune, ou bien de, de d'idées que j'avais toujours eues ou toujours eu envie de faire, mais que finalement j'avais un peu enfoui dans un coin de ma pensée en me disant bon, je pourrais jamais faire ça. J'ai commencé par, grâce au Morning Journal, j'ai commencé à pratiquer le tissu aérien euh, 10 ans après avoir arrêté la gymnastique rythmique. J'ai jamais retrouvé quelque chose de similaire et là maintenant, bah, ça fait 4 ans que j'en fais et le tissu aérien, c'est un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est des acrobaties sur un gros morceau de tissu à 2-3 mètres du sol. C'est très artistique, ça demande beaucoup de souplesse et c'est ma nouvelle passion. Du coup, il y a eu une pratique cérébrale d'écrire et après il y a eu une pratique par le corps en retournant à quelque chose de physique, et à la fois physique et artistique pour te réapproprier cette confiance que tu avais peut-être un peu perdue pendant l'adolescence. C'est ça. Alors, j'en suis pas, je performe pas en tissu, je fais pas, il n'y a pas vraiment de compétition, mais justement, c'est ça qui est super, c'est que le seul objectif, c'est celui de le faire et d'être dessus et d'apprendre et de faire quelque chose de beau avec mon corps. Et pour n'importe qui a fait de la danse ou qui a utilisé son corps pour s'exprimer, euh, il y a rien de plus magique que le moment où on est en train de faire quelque chose de beau avec les membres de son corps, d'utiliser de la musique pour s'exprimer. Et donc, pour quelqu'un qui travaille dans la Silicon Valley et dans un rythme très soutenu, ça me fait du bien de faire ça quelques heures par semaine pour, voilà. Parce qu'il n'y a pas moyen de penser à autre chose quand tu es à 3-4 mètres du sol, à moins de vouloir perdre la vie. Donc, ça permet de se décontracter. Si on commence à se poser des questions sur nous et si on commence à remettre en question nos capacités, si on commence à perdre confiance en soi, est-ce que tu penses que c'est tout aussi important d'avoir des pratiques qui nous ramènent à notre corps et des pratiques physiques autant que des pratiques d'introspection qui sont plus psychanalytiques par exemple? Absolument. Et moi, je sais que le sport, c'est une nécessité dans ma vie. C'est-à-dire que si je n'en fais pas, je sais que mentalement, ça n'ira pas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Après, chacun est comme il est et chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le fait de bouger son corps, ça a un impact chimique sur notre cerveau et sur la réduction du stress, la production d'endorphines, de dopamine. Donc, rien qu'à ce niveau-là, plus que le côté utile, il y a ce côté créateur que j'aime dans le tissu aérien, euh, qui me permet de m'exprimer et d'être une débutante dans une discipline que je ne connaissais pas il y a quelques années. Et de ce côté voilà, d'arriver à être nouveau à quelque chose, d'arriver à juste, ne pas forcément être bon, mais à profiter juste du moment présent et à se comparer avec le nous-mêmes de la semaine dernière, bah, ça fait beaucoup de bien. Super. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler? J'encouragerais les, tes auditeurs s'ils étaient intéressés à se plonger un peu plus sur le sujet de la confiance en eux, bah, je les encourage à lire mon livre et à me donner un retour si jamais ils trouvent quelques idées ou quelques pratiques utiles pour eux. Céline, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience comme ça avec sincérité. Et je suis sûre que ça inspirera plein de jeunes femmes, mais pas que. Bah, merci Anna. Écoute, maintenant que c'est terminé, je peux le dire. C'était mon premier podcast, donc super opportunité. Et puis, ben, bon courage pour la suite. Bonne écoute pour ceux qui écoutent. Et puis, à très bientôt. Chers auditeurs, j'espère que le témoignage de Céline vous a inspiré. Vous pouvez retrouver tous les détails de son livre Swipe Right on Confidence dans la description de cet épisode, ainsi que les actualités de Céline sur sa page LinkedIn. Si Inner Voyage vous plaît, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous et à noter le podcast. À bientôt pour un prochain épisode.